Bienvenue sur les sables du temps. Ici, nous faisons revivre les grandes figures et les moments clés de l'histoire. Aujourd'hui, place à l'un des plus célèbres de tous, Jules César. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni, vidi, vici. 3 mots qui traversent les siècles. 3 mots qui résument l'audace d'un homme, capable de changer à jamais le cours de l'histoire. Mais derrière cette formule légendaire, il y a bien plus qu'un conquérant. Jules César n'était pas seulement un général de génie, il était aussi un stratège politique sans égal, un séducteur redoutable, et l'homme qui, par son ambition, a signé l'arrêt de mort de la République romaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante de celui qui a défié les dieux, qui a séduit la reine d'Égypte, et dont l'assassinat reste l'un des crimes les plus célèbres de toute l'histoire. Comment un jeune homme, né dans une famille noble en déclin, a-t-il pu devenir le maître absolu du plus puissant empire du monde antique? L'histoire que vous allez découvrir est une fresque où se mêlent guerre, politique, trahison et passion. Car Jules César n'était pas qu'un empereur, c'était un phénomène. Nous sommes en l'an 100 avant Jésus-Christ. Rome domine déjà la Méditerranée, mais la République est en crise. C'est dans ce contexte troublé qu'un enfant voit le jour, Caius Julius César. Il appartient à une ancienne famille patricienne qui prétend descendre de Vénus, la déesse de l'amour. Mais noble ne veut pas dire puissant, et encore moins riche. Les Césars sont en déclin, leur fortune s'est éteinte, et le jeune Jules grandit en voyant sa famille se battre pour conserver son rang. Cette pauvreté relative va marquer son destin, car César n'acceptera jamais de rester dans l'ombre. Dès l'adolescence, César révèle déjà les premiers signes de son futur génie. À seulement 16 ans, il devient grand pontife, le plus haut poste religieux de Rome. Imaginez, un adolescent dirigeant les cérémonies sacrées de l'Empire. Très tôt, César comprend une vérité fondamentale. Le pouvoir ne se conquiert pas seulement par la force, mais aussi par l'influence et le prestige. Mais Rome est un terrain de jeu dangereux. Le dictateur Sylla, ennemi de sa famille, ordonne son exécution. César doit fuir la ville éternelle. Une humiliation qui ne fait qu'attiser son ambition dévorante. En exil, il découvre la guerre. Il sert en Asie mineure, où ses soldats remarquent déjà son courage au combat. Mais César ne veut pas être un simple militaire. Il veut tout, la gloire, le pouvoir et l'immortalité. De retour à Rome, après la mort de Sylla, César comprend aussitôt les règles du jeu politique romain. Pour réussir, il faut 3 choses, de l'argent, des alliés et la capacité de séduire le peuple. Problème, il n'a ni fortune ni véritable soutien. Alors, solution typiquement césarienne. Il s'endette massivement pour organiser des jeux somptueux. Les gladiateurs, les fauves, les spectacles grandioses. César transforme Rome en un immense parc d'attractions. Et le peuple l'adore. Mais le véritable génie de César, c'est son art de tisser des alliances. En 60 avant Jésus-Christ, il réalise son coup de maître, le premier triumvirat. Une alliance secrète avec Pompée, le plus grand général de Rome, et Crassus, l'homme le plus riche de l'Empire. Ensemble, ils contrôlent Rome dans l'ombre. César obtient le consulat, la plus haute magistrature, puis se fait attribuer le gouvernement de la Gaule pour 5 ans. Ses partenaires pensent l'avoir éloigné du pouvoir. Ils viennent, en réalité, de commettre la plus grande erreur de leur vie. Car César ne va pas seulement gouverner la Gaule, il va la conquérir. Et cette conquête
va le transformer en légende. 58 avant Jésus-Christ. Sur la colline de Bibracte, les Helvètes se dressent face aux légions romaines. César pourrait les laisser passer. Mais il choisit l'affrontement. Imaginez, des dizaines de milliers de guerriers gaulois, cheveux longs, boucliers peints, hurlant en chargeant les lignes romaines. César reste implacable. Il ordonne à ses hommes de tenir bon. Et, sous une pluie de javelots, l'armée helvète est écrasée. Ce jour-là, la Gaule comprend qu'un nouveau maître vient d'arriver. Mais ce n'était qu'un prélude. Le véritable test porte un nom. Arioviste, roi des Germains, terreur de l'est de la Gaule. Quand César marche contre lui, ses propres soldats tremblent, car les Germains traînent une réputation de férocité absolue. Alors que ses soldats du tremblent, César réunit ses officiers. Il leur lance ces mots restés célèbres: « Si vous avez peur, restez ici. Moi, j'irai avec la seule 10e légion, s'il le faut. » Ces paroles galvanisent l'armée. Et sur le champ de bataille, les Romains se battent comme des lions. Arioviste est écrasé. Ce n'est que le début. En 8 années de guerre, César va soumettre l'ensemble de la Gaule. Chaque campagne révèle son génie militaire. Contre les Belges, réputés les plus braves des Gaulois, il joue de la ruse et de la vitesse. Contre les Vénètes et leur puissante flotte maritime, il invente de nouvelles tactiques navales. Peu à peu, César transforme la Gaule en un immense terrain de manœuvre, où il prouve, encore et encore, qu'il est l'un des plus grands stratèges de l'histoire. Mais le chef-d'œuvre de César, c'est Alésia, 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix, chef charismatique des Gaulois, s'est retranché avec près de 80 000 hommes dans une forteresse réputée imprenable. Alors César décide l'impensable. Autour de la ville, il fait bâtir une muraille colossale de 15 km. Fossés, pièges, tours de guet, un mur de fer et de bois qui étouffe la cité. Mais bientôt, la nouvelle tombe, une immense armée de secours approche. Alors César redouble d'audace. Il construit une seconde ligne de fortification, tournée vers l'extérieur cette fois. Plus de 20 km de murs. Imaginez la scène. Une ville encerclée par César. Et César lui-même, encerclé par toute la Gaule. Une guerre dans la guerre. Les combats font rage des deux côtés. Et quand tout semble perdu, la cavalerie germanique alliée de César frappe en plein cœur. L'armée de secours est brisée. Vercingétorix n'a plus le choix. Il se rend. La Gaule est romaine. Cette conquête change tout. César revient couvert de gloire, chargé de richesses colossales et surtout entouré d'une armée qui lui est entièrement dévouée. Ces soldats ne sont plus de simples citoyens soldats romains. Ils sont devenus les hommes de César. À Rome, l'inquiétude grandit. Un général trop populaire, trop ambitieux, devient dangereux. 50 avant Jésus-Christ. Le triumvirat s'effondre, Crassus est mort, écrasé par les Parthes. Désormais, il ne reste que 2 rivaux, Pompée et César. Le Sénat, manipulé par Caton l'Ancien, ennemi juré de César, exige son retour immédiat à Rome, mais sans ses légions. César comprend aussitôt le piège. Revenir seul, c'est s'exposer aux tribunaux, à l'exil, peut-être à la mort. Depuis la Gaule, il multiplie les manœuvres. Il propose des compromis, réclame au moins une légion pour assurer sa protection. Mais le Sénat refuse catégoriquement. Le message est clair. S'il rentre, ce sera désarmé. Sinon, il sera déclaré ennemi de Rome. 7 janvier 49 avant Jésus-Christ. Le Sénat vote le Senatus Consultum Ultimum.
s'il ne licencie pas immédiatement ses armées, César sera déclaré ennemi public. Alors, César marche, et bientôt, il atteint le Rubicon, ce petit fleuve qui sépare la Gaule de l'Italie. La loi est claire. Aucun général n'a le droit de franchir cette frontière avec ses légions. Le faire, c'est déclarer la guerre à Rome elle-même. César hésite. Puis, selon Suétone, il prononce ces mots entrés dans l'histoire. Alea jacta est. Les dés sont jetés. La 13e légion avance. Et en franchissant le Rubicon, César porte le coup de grâce à la République romaine. La nouvelle de la marche de César sur Rome provoque la panique. Pompée, celui qu'on surnomme le Grand, prend la fuite. Avec le Sénat, il abandonne la ville et se replie vers le sud de l'Italie. César n'a même pas besoin de lever son glaive. Mais Pompée n'a pas dit son dernier mot. Il rassemble ses forces en Orient, mobilise ses immenses réseaux d'alliances. La guerre civile s'annonce longue et terrible. 4 années de combat qui vont ensanglanter l'Empire tout entier. Le duel des titans atteint son apogée en 48 avant Jésus-Christ, sur la plaine de Pharsale, en Grèce. Pompée aligne des effectifs supérieurs. Mais César possède une arme inégalée. Ses vétérans des Gaules, aguerris par des années de victoire. Lorsque les deux armées s'entrechoquent, la discipline romaine forgée par César l'emporte. Pharsale tourne rapidement à son avantage. Pompée fuit en Égypte, persuadé d'y trouver refuge. Mais les conseillers du jeune pharaon Ptolémée XIII commettent une erreur fatale. Pensant flatter César, ils assassinent l'illustre général et lui présentent sa tête tranchée. César, en découvrant l'ignoble cadeau, entre dans une fureur glaciale. « On ne tue pas un Romain de ce rang sans mon autorisation. » C'est alors qu'apparaît une nouvelle figure, appelée à marquer l'histoire, Cléopâtre VII, âgée de 21 ans, en lutte contre son frère pour le trône d'Égypte, elle comprend que son destin passe désormais par César. La légende raconte qu'elle se fit livrer à lui, dissimulée dans un tapis. Réalité ou mythe? Peu importe, car lorsque César découvre cette jeune reine, brillante, cultivée, parlant 9 langues, il tombe immédiatement sous son charme. Leur liaison dure 3 ans. César installe Cléopâtre sur le trône d'Égypte, puis l'emmène à Rome. Il lui offre une villa somptueuse aux portes de la capitale. De leur union naît un fils, Césarion. Pour la première fois, le maître de la guerre semble avoir trouvé plus qu'une conquête, un amour véritable. Mais à Rome, le scandale éclate. Un Romain peut séduire une reine étrangère, mais pas l'élever au rang de compagne officielle. Et César, l'homme qui gouverne déjà en dictateur, s'affiche désormais avec une reine d'Orient. Pour beaucoup de sénateurs, c'en est trop. César ne se contente plus de défier ses rivaux, il défie les traditions de Rome elle-même. Après sa victoire sur les derniers partisans de Pompée, César rentre à Rome en maître absolu. Il cumule tous les pouvoirs, consul, dictateur, grand pontife, impérator. Rome redoutait un roi. Elle en a désormais un, sans couronne. Mais César veut marquer l'histoire. Il réforme le calendrier, celui-là même que nous utilisons encore aujourd'hui. Il réduit le chômage par d'immenses travaux. Il distribue des terres à ses vétérans. Il accorde la citoyenneté à de nouveaux peuples. Sous son règne, Rome cesse d'être une république méditerranéenne et devient un véritable empire mondial. Pourtant, un autre visage de César inquiète. Il se fait construire un temple. Il accepte des honneurs divins. Son portrait orne les monnaies. Au jeu, il s'affiche en pourpre,
assis sur un trône d'or. Pour le peuple, César est un sauveur. Pour le Sénat, il est devenu trop puissant, presque un roi, presque un dieu. Le point de rupture arrive en février 44 avant Jésus-Christ. Lors d'une cérémonie, Marc-Antoine, son fidèle lieutenant, tend à César un diadème royal. Sous les acclamations, il hésite, puis refuse, du bout des doigts. Pour ses ennemis, c'en est trop. Brutus, descendant du fondateur de la République, Cassius, Casca et d'autres sénateurs, tous s'unissent dans une conjuration. Un seul objectif, sauver la République en tuant César. Les signes du destin se multiplient. Un devin le prévient. « César, garde-toi des ides de Mars. » Sa femme Calpurnia rêve de son meurtre. 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Le matin même, César hésite encore. Mais Decimus Brutus, un conspirateur, vient le convaincre. Le Sénat t'attend pour t'offrir de nouveaux honneurs. César se rend donc au théâtre de Pompée. Les conjurés l'entourent, prétextant lui présenter une pétition. Soudain, Casca frappe le premier coup. Puis les poignards se lèvent, encore et encore. 23 blessures. Et puis César voit Brutus, son fils spirituel. « Es-tu, Brut ?» Ou peut-être en grec, « Kaïsou », « Teknon ». Peu importe la langue, la trahison est la même. César s'effondre au pied de la statue de Pompée. Les conjurés croient sauver la République. En réalité, ils viennent de la condamner. Marc-Antoine embrase Rome en lisant le Testament. César lègue ses jardins au peuple et 75 deniers à chaque citoyen. L'émeute éclate. Les conjurés s'enfuient. 13 ans plus tard, Octave, son fils adoptif, deviendra Auguste, le premier empereur de Rome. Mais César n'est pas mort vraiment. Son nom survit dans chaque empereur. César en latin, Kaiser en allemand, Tsar en russe. Son calendrier rythme encore nos vies. Ses mots résonnent toujours. Veni, vidi, vici. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Et plus encore, il a vaincu le temps. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres grandes figures de l'histoire et dites-moi en commentaire quel personnage vous aimeriez voir dans un prochain épisode. À bientôt.